Bienvenue dans cette seconde partie de la visite de la Villa Efrussi de Rothschild. Nous sommes maintenant à l'étage de la villa et sur la loggia, ce magnifique espace de contemplation de la nature avec une vue absolument merveilleuse sur les jardins de Béatrice de Rothschild. La loggia, elle incarne aussi le positionnement très particulier de la Villa Efrussi de Rothschild qui est ici posée entre deux mondes. De ce côté-là, vous avez la baie de Beaulieu-sur-Mer, un lieu de villégiature, un lieu presque de jet-set à partir des années 1900, accueillant des grands hôtels, des casinos. Et de l'autre, eh bien, c'est la rade de Villefranche-sur-Mer. Et là, c'est le village de pêcheurs, c'est l'inspiration des peintres, des poètes et des écrivains. C'est là que François Ier rencontre Charles Quint en 1532. Bref, c'est un lieu d'histoire, entre deux mondes, celui de la Côte d'Azur naissante et celui de la douce Provence. Et c'est ici que Béatrice fait construire sa villa. Nous sommes maintenant dans le salon de famille de la Villa Efrussi de Rothschild qui permet d'évoquer le destin extraordinaire de la famille Rothschild. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle à Francfort où Mayer-Amschel de Rothschild, le père finalement de cette dynastie, eh bien, est un modeste agent de change et il se met à travailler pour le prince Guillaume de Hesse et il finit par gérer sa fortune. Peu à peu, eh bien, son commerce prospère et il a 5 fils. Il décide d'envoyer l'un après l'autre chacun de ses 5 fils dans une capitale européenne pour créer une succursale, si l'on peut dire, de ce qui va devenir la banque Rothschild. Il y a Nathan qui va à Londres, Karl qui va à Naples, Salomon qui va à Vienne, James qui va à Paris et le dernier des fils, Mayer-Amschel, qui reste à Francfort. James donc s'installe à Paris au début du XIXe siècle, à la fin du Premier Empire. Il va assister à la succession des régimes politiques dans l'instabilité du début du XIXe siècle et il va finalement véritablement faire fortune à partir de la monarchie de Juillet. Il va gérer les fortunes des différents souverains, financer le retour des émigrés, financer beaucoup de grands travaux publics et puis notamment financer le début des chemins de fer en France, ce qui va être probablement son plus gros moyen d'entrer dans la société française. Pour entrer dans la société, il ne suffit pas d'être riche. À Paris, il faut aussi savoir recevoir, savoir briller. Pour cela, eh bien, il épouse une de ses cousines, Betty de Rothschild. Ils acquièrent différentes propriétés à Paris. La banque, qui est située rue Laffitte, dans le 9e, dans le quartier de l'Opéra. Il acquiert un hôtel particulier à côté de la place de la Concorde. Il fait construire le château de Ferrières. Bref, il devient le grand baron de Rothschild à Paris. Au fond de cette salle, ce que vous voyez ici, ces 2 paires de portes, eh bien, ce sont des portes qui faisaient partie du décor de la première banque Rothschild, rue Laffitte à Paris. Aujourd'hui, elle a disparu, il n'en reste plus rien, pas même une plaque, mais ces portes nous permettent d'évoquer le blason familial et la richesse, l'opulence du décor de la banque parisienne. Au milieu de ces portes, vous le voyez dans les médaillons, vous avez les 5 flèches retenues par un ruban. Ces 5 flèches, elles représentent chacun des 5 frères de la famille Rothschild, enserrés par un ruban, puisque si l'on venait à dissoudre l'union des flèches par ce ruban, tout partirait à volo. L'union entre les frères, elle fait la force. Ces portes, elles sont donc réalisées en marqueterie dans les années 1830-1840. C'est un chef-d'œuvre d'ébénisterie de l'époque de la monarchie de Juillet. Le baron James meurt en 1868, il a plusieurs enfants et son fils aîné, Alphonse, que vous voyez ici au-dessus de moi, épouse sa cousine, lui aussi, c'était fréquent dans la famille, la baronne Léonora de Rothschild, qui est issue de la branche anglaise de la famille. Ils ont plusieurs enfants, dont Béatrice, qui naît en 1864 à Paris, dans l'hôtel Saint-Florentin. Béatrice est donc la petite fille du grand baron James et la fille du baron Alphonse, régent de la Banque de France, membre de l'Académie des Beaux-Arts, très rare pour un banquier. Il fait membre de l'Académie en 1885 et immense collectionneur d'art. Les porcelaines de Sèvres de Madame de Pompadour et de Madame du Barry, l'astronome de Vermeer, les tableaux de Rembrandt, de Raphaël, de Rubens,
Toutes ces œuvres d'art absolument extraordinaires en font l'un des plus grands collectionneurs du XIXe siècle. Il n'a sans doute pour rivaux que des personnalités comme le duc d'Aumale au château de Chantilly, avec lequel il s'est d'ailleurs disputé plusieurs objets. Béatrice grandit donc dans un monde de collectionneurs d'art, entouré des plus grands chefs-d'œuvre des arts décoratifs comme de la peinture. C'est aussi un amateur d'art contemporain. Il soutient l'art de son époque. Il est l'un des premiers à collectionner Camille Claudel. Il dote les musées, des musées partout en France de peintres du XIXe siècle qu'il découvre. Le musée de Cannes, d'ailleurs, le musée des Beaux-Arts de Cannes, a été appelé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale musée Alphonse de Rothschild. Cet académicien, cet intellectuel, ce banquier, c'est le père de Béatrice et c'est lui qui va lui donner cette passion pour les arts qui va l'animer. Et on en voit un petit échantillon ici dans ce salon de famille. Sur cette console d'époque Régence que vous voyez au centre de la pièce, vous voyez un certain nombre de porcelaines de Meissen, la manufacture allemande de porcelaine. Évidemment, les Rothschild viennent de Francfort, non loin, pas trop loin de la Saxe. Eh bien, ils sont amateurs de porcelaine de Meissen. Et elle a une magnifique collection de porcelaine de Meissen, avec notamment ce que vous voyez autour de cette table, les Fröhlich, cet amuseur de la cour de l'électeur, du prince électeur de Saxe, avec sa figure véritablement bavaroise, avec ce chapeau pointu et ses grandes chausses, qui est une des figures les plus emblématiques de la manufacture de Meissen. Entre le père et la mère de Béatrice, le baron Alphonse et la baronne Léonera, vous pouvez observer un magnifique régulateur de parquet qui a une histoire très particulière. En fait, ce régulateur appartenait à Maurice Ephrussi, l'époux de Béatrice. Mais Maurice est un dépensier, il est malheureusement accablé de dettes. Il est obligé d'emprunter de l'argent à sa femme et il est même obligé d'emprunter de l'argent à son beau-père, le baron Alphonse de Rothschild. De fait, comme il n'est plus capable de rembourser ses dettes, il lui vend certains objets. Il lui vend notamment ce régulateur de parquet. Les affaires s'enveniment un peu et la famille de Béatrice demande la séparation de biens entre Maurice et Béatrice pour éviter que l'argent de madame renfloue les dettes de monsieur. En 1905, Alphonse de Rothschild meurt et il lègue un certain nombre d'objets à sa fille, Béatrice Ephrussi, et donc finalement elle récupère le régulateur que son mari avait vendu à son père pour rembourser ses dettes, donc tout est bien qui finit bien. Et ce très beau régulateur de parquet orne aujourd'hui les collections de la Villa Ephrussi. Nous sommes dans le salon des singes de la Villa Ephrussi de Rothschild. Dans chacune de ces maisons, que ce soit dans ses maisons monégasques ou dans son hôtel particulier parisien, Béatrice Ephrussi a réuni une collection de singes et de singeries. La singerie, vous le savez, c'est cette mode qui naît dans les années 1730 à Paris et où l'on représente des singes qui singent, qui miment les activités des hommes. Ici, vous en avez un exemple sur ce très beau panneau de boiserie qui est dans Le Goût de Christophe Huette, où vous voyez des singes patiner sur de la glace en dessous de patineurs et patineuses, montrant bien que les activités de l'hiver sont partagées par les hommes comme par les singes. C'est probablement un panneau d'un ensemble lié aux 4 saisons. On devait avoir des singes d'été, comme il y a ici des singes d'hiver. Dans la vitrine derrière, vous voyez la collection de petits singes en porcelaine de Meissen de Béatrice Ephrussi et notamment le concert de singes, un ensemble particulièrement rare. Le premier avait été livré pour la marquise de Pompadour en 1753. Donc vous avez le singe chef d'orchestre, le singe claveciniste monté sur son singe clavecin, celui qui joue de la contrebasse, les chanteuses, bref, tout ce petit monde mis en musique par le chef d'orchestre. Et c'est un ensemble particulièrement rare et que nous sommes très fiers d'avoir ici à la Villa Ephrussi de Rothschild. Derrière, accroché au miroir, un clin d'œil à l'une des plus célèbres singeries du XVIIIe siècle, puisque ce chinois sur une balançoire est copié d'après la célèbre grande singerie du château de Chantilly. Encore un exemple de singerie que la baronne a visité. On sait d'ailleurs qu'elle s'était rendue à l'hôtel de Rohan pour voir les fameuses singeries de la Nationale, qui étaient celles donc de l'hôtel de Rohan-Soubise à Paris.
L'étage de la villa était surtout dévolu aux chambres pour accueillir les invités. À chaque fois, c'était des appartements en suite, donc avec une chambre et un cabinet de toilette. Chaque salle de bain avait une baignoire, l'eau chaude. Bref, c'est une maison particulièrement équipée. Pour rejoindre l'étage, on pouvait également utiliser un ascenseur. Cette chambre, la chambre bleue, est l'une des plus belles de la maison. Toutes les fenêtres ouvrent sur la Méditerranée et offrent donc un camailleux de bleu absolument merveilleux. C'est aussi une sorte d'observatoire des villas de Saint-Jean-Cap-Ferrat, puisqu'on peut apercevoir la villa du roi des Belges, la villa Maryland, bref, les grandes voisines et voisins de Béatrice et Frucy sur la Côte d'Azur à la Belle Époque. Nous sommes ici dans le cabinet des enfants bouchés de la villa. En fait, c'est un ancien cabinet de toilette que nous avons transformé en cabinet de porcelaine pour évoquer la manière dont Béatrice et les membres de sa famille pouvaient utiliser la porcelaine, pas uniquement sur la table ou dans des vitrines, mais aussi comme véritable élément du décor et presque comme des petits tableaux sur porcelaine. Ici, vous avez une sélection de la très riche collection de porcelaine dite camailleux carmin de Béatrice et Frucy. Qu'est-ce que c'est que le camailleux carmin? Eh bien, c'est un pigment, une couleur qui peut aller d'un rose très pâle à un violet assez foncé, en passant par différentes teintes de rouge, et qui est obtenue à partir d'or et de différents oxydes. Cette couleur, elle est développée assez tôt à la manufacture de Vincennes, avant qu'elle ne s'installe à Sèvres, et elle rencontre un énorme succès, notamment auprès de la marquise de Pompadour. La collection de Béatrice et Frucy en camailleux carmin est absolument exceptionnelle. Il y a plus de 200 pièces. Ça, c'est une assiette vraiment célèbre de la manufacture parce qu'elle reprend un dessin de François Boucher, très célèbre, le dessin du petit jardinier, qui a été repris sur des figures en biscuit, sur des figures émaillées et également en figures peintes sur les assiettes. Et le marli de l'assiette, avec ce décor qui imite la vannerie de l'osier, est aussi un motif vraiment iconique des premiers services développés par la manufacture. À côté de ce motif à osier, on trouve aussi le motif à cordonnet, que vous trouvez des formes extrêmement raffinées, comme ici celle du compotier coquille. Et la manière dont il se replie, on est vraiment au cœur de la rocaille. Dans le fond de ce cabinet, vous admirez une très belle commode à la grecque, ce goût pour les meubles qui reprennent des lignes un peu plus droites après le rocaille, cette symétrisation du meuble. Elle est due à Charles Topino, un ébéniste très prisé de la famille. Et sur la commode, vous pouvez voir une très belle pendule avec la pendule dite au baiser de Houdon. Et puis autour, il ne s'agit pas de la Coupe de la Ligue des Champions, mais d'une paire de vases B, dits de Paris 1780. Ce sont des vases conçus à la manufacture de Sèvres en 1780. Ils ont une forme néoclassique. Cette forme de vase à grandes oreilles évoque les vases antiques. Et on trouve ce fond très dense, ce beau bleu extrêmement dense qui est développé sous le règne de Louis XVI. Et là encore, des scènes assez galantes d'une jeune femme mangeant du raisin ou se désaltérant auprès d'un cours d'eau dont nous aurions bien besoin aujourd'hui à Saint-Jean-Cap-Ferrat parce qu'il fait à peu près 42 degrés. Et donc ces vases permettent d'évoquer le goût aussi pour la dorure à la manufacture de Sèvres sous le règne de Louis XVI, avec ces larges rinceaux, ces grands aplats d'or qui font vraiment que la couleur le dispute alors à la manufacture. Nous nous trouvons dans la dernière pièce du circuit de visite qui évoque le salon rose. Donc, Béatrice et Frucy avaient un salon rose dans toutes ses demeures, aussi bien dans son hôtel particulier parisien que dans sa villa du Cap-Ferrat. Salon rose, oui, mais villa rose, non, puisqu'il faut rappeler que si vous voyez aujourd'hui une villa et Frucy de Rothschild recouverte d'une peinture rose, à l'origine, elle était ocre. Et justement, c'est ce contraste entre le ocre très italien, très traditionnel finalement des couleurs de villa, ce contraste entre ce jaune et le rose des objets qu'il pouvait y avoir à l'intérieur était particulièrement joli à admirer. Les objets qui se trouvent dans cette pièce étaient pour certains dans son salon rose à Paris. C'est le cas de ces petits seaux à verre en porcelaine de Sèvres, d'un miroir ou encore de certaines de ces peintures galantes. Parmi toutes ces peintures, il y en a une qui est particulièrement importante, c'est ce très beau tableau de François Boucher, très délicat, une peinture tout en transparence qui date du moment où l'artiste rentre juste d'Italie. C'est évidemment toute la délicatesse des émois et des amours adolescentes qu'il représente ici, avec ce jeu du pied de bœuf, un petit jeu qui consiste à superposer vos mains et celles de votre partenaire jusqu'à échanger un baiser, et l'on voit au rougissement des joues du jeune homme que le moment n'est pas loin.
Un autre objet emblématique de la villa que l'on trouve dans cette pièce, c'est la pendule lyre à fond rose que vous voyez ici, posée sur cette commode. Alors, sans vouloir décevoir le visiteur, ce n'est pas un original du XVIIIe siècle, elle est conçue au XIXe siècle, mais il y avait alors un très grand marché d'imitation de la porcelaine de Sèvres à fond rose. Mais c'est très souvent cet objet qui a été choisi pour représenter la richesse des collections de la villa. C'est ici que s'achève notre visite dans le salon rose de la Villa Efrussi de Rothschild. La villa vous accueille tous les jours de l'année, il y fait toujours beau, il y fait toujours chaud. Les collections sont splendides et nous serons ravis de vous accueillir pour découvrir les trésors de la famille Rothschild et de leur illustre descendante, la baronne Béatrice.